qu'il se passe quelque chose qui annonce peut-être un autre conflit, cette fois en Iran. L'Iran, qui a fait, rappelons-le, un pas important vers l'acquisition de la bombe atomique, on en avait parlé ici même il y a une quinzaine de jours. Eh bien, les États-Unis mettent carte sur table. Ils se disent prêts à intervenir militairement pour empêcher Téhéran de franchir la dernière marche. Intervenir militairement. Donc c'est peut-être, sinon une autre guerre, un autre conflit qui s'annonce. Voyons précisément qui a dit quoi et quels sont les faits. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, qu'a dit Washington précisément ? Eh bien, c'est Robert Malley qui a fait cette déclaration fracassante. Robert Malley, 59 ans, c'est un diplomate américain et depuis l'élection de Joe Biden, c'est aussi l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran. Alors que déclare-t-il ? Eh bien, il lance un avertissement. Si rien ne peut freiner Téhéran dans sa marche vers la bombe atomique, les États-Unis vont frapper. So we'll have the sanctions, we'll have the pressure, we'll have the diplomacy. If none of that works, the president has said, and as a last resort, he will agree to a military option, because if that's what it takes to stop Iran from acquiring a nuclear weapon, that's what will happen. Rappelons le contexte, l'Iran a annoncé la semaine dernière avoir réussi à enrichir son uranium à plus de 60% dans une deuxième usine. C'est la dernière étape avant d'atteindre les 90% nécessaires pour créer une bombe atomique. Et d'un point de vue technique, on peut dire que l'essentiel est déjà fait. Bon, une option militaire, déclare donc Robert Malley. Qu'est-ce que cela signifie, une option militaire, Justine ? Eh bien, personne n'imagine réellement une opération de force spéciale. La seule option vraisemblable, ça serait de bombarder ces installations. Il faut rappeler d'ailleurs qu'en avril 2021, l'un des deux sites nucléaires en question, celui de Natanz, avait été bombardé, bombardement attribué à l'armée israélienne qui n'avait pas confirmé. Le gouvernement israélien a d'ailleurs toujours affirmé qu'il se tiendrait prêt, lui aussi, à empêcher militairement l'Iran d'acquérir la bombe. Mais la nouveauté, cette fois, c'est que les États-Unis se disent prêts à intervenir eux-mêmes. Alors, quel serait le scénario ? Eh bien, cela pourrait être une opération conjointe avec Israël. Les États-Unis utilisant, vous le voyez, leurs avions bombardiers depuis les 7 bases aériennes de la Jordanie. Et voilà ce qui rend ce scénario encore plus plausible. On apprend qu'Israël et Washington sont en ce moment même en train de se livrer à des exercices militaires conjoints et qu'ils sont même en train de simuler des frappes contre l'Iran et ses alliés. C'est l'armée israélienne qui a dévoilé cette série de photos. On voit notamment des avions furtifs israéliens F-35 et des F-15 américains voler en formation au-dessus d'Israël. Et l'armée israélienne ne s'en cache pas. Ces exercices sont un élément clé de la coopération stratégique croissante de nos deux armées en réponse aux préoccupations communes au Moyen-Orient, en particulier celles posées par l'Iran. Dernier point, Justine, est-ce qu'il est si simple que ça, si facile que ça, de bombarder ces installations nucléaires iraniennes ? Eh bien, pas forcément. On le disait, l'Iran dispose de 2 sites d'enrichissement d'uranium, 2 usines. D'abord, celle de Fordo, qui est au sud de Téhéran. C'est un bunker. L'usine est entièrement souterraine, à une dizaine de mètres sous terre et même sous plusieurs couches de béton armé. On trouve les fameuses centrifugeuses. Et puis l'autre site, c'est celui de Natanz, dans le centre du pays. Lui aussi, il est profondément enterré, lui aussi à une dizaine de mètres, et on le voit ici, vous allez le voir, protégé en plus de cela par de la défense antiaérienne, et il abrite également plusieurs milliers de centrifugeuses. Alors, est-il possible d'atteindre des sites si profondément enfouis ? Eh bien, pour David Kalfa, qui est chercheur à la Fondation Jean Jaurès et qui est spécialiste du Moyen-Orient, c'est une opération complexe, mais c'est complètement dans les cordes de l'armée américaine. Écoutez. Et les Américains ont des bombes, ce qu'on appelle les bombes pénétrantes, des bombes anti-bunkers, qui comprennent plusieurs milliers de kilos et qui peuvent détériorer et détruire de telles cibles, donc y compris des sites enterrés grâce à leurs munitions qui sont à haute précision et par ailleurs hautement pénétrantes. C'est avec des capacités très importantes de ces bombes à pénétrer des sites enterrés et protégés par des couches des chappes de dizaines de mètres de béton armé. Voilà, merci Justine. Donc disons-le clairement, dans cette affaire, il y a un aspect politique, on le verra dans quelques instants, parce que, imaginons dans le contexte actuel, les États-Unis bombarder l'Iran, allié de la Russie, bref, on attend vos lumières là-dessus, mais il y a un aspect technique d'abord. Je m'adresse à vous peut-être, Emmanuel. Donc on entend que c'est possible, parce que
encore une fois, quand on est profane et quand on n'est rien à ces choses militaires, quand on entend dire qu'il y a des usines 20 mètres sous terre, avec des couches de béton, de terre, et on a du mal à croire que même les bombes les plus pénétrantes puissent percer cette protection. Et pourtant, les Américains les ont utilisés pour essayer de déloger Ben Laden à Tora Bora, en Afghanistan. Ils disposent de bombes qui sont sous le seuil nucléaire et qui peuvent pénétrer des bunkers ou des masses si profonds que ça. Des masses rocheuses. C'était le cas à Tora Bora. Alors, c'était pas du béton armé, c'était de la roche. Donc, les États-Unis disposent de ces armes. C'est vraisemblablement une opération conjointe avec l'État d'Israël. Néanmoins, il y a une autre façon de se débarrasser du complexe militaro-industriel israélien. Iranien. Ma langue a fourché, mais je vais y venir. C'est justement en faisant comme l'ont fait Israël, un certain nombre d'opérations qui visent à détruire de l'intérieur, à travers la mise en place de virus informatiques pour déstabiliser et pour empêcher que cette usine, les deux, celle de Fordo, pour l'enrichissement de l'uranium, enfin, pour enrichir l'uranium, l'isotope 235 à un degré où il serait militaire, c'est-à-dire 90%, ou bien évidemment en essayant, comme l'ont fait les Israéliens déjà depuis plusieurs années, de se débarrasser, ou en tout cas de mettre hors d'état de nuire un certain nombre d'ingénieurs qui pourraient faire fonctionner, ou qui pourraient passer du seuil. Ça, quand Israël a fait ça, elle ne dit pas qu'elle le fait. Elle ne dit pas qu'elle le fait, elle ne l'a jamais dit, mais c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de ces ingénieurs de très haut rang iraniens impliqués dans ce programme nucléaire, tués à intervalles rapprochés. Ça veut dire qu'on a des agents infiltrés. C'est ce qui s'est passé quand le chef, comme vous l'avez dit, de l'enrichissement, enfin celui qui est chargé du réenrichissement de cet uranium à travers donc la multiplication des centrifugeuses. Je rappelle quand même que depuis l'accord sur le nucléaire, l'Iran a multiplié par 19 sa capacité d'enrichissement. Oui. On devait le limiter à 3,67, on est à 60%. Et donc on est tout près du seuil nucléaire des 90. Et on sait que c'est beaucoup plus difficile de passer de 4 à 20, puis de 20 à 60, que de passer de 60 à 90. Le reportage l'a dit, entre 60 et 90, ça prendrait quelques mois. Par contre, et j'en termine par là, si on atteint les 90%, de toute façon, ça fait partie des concepts d'emploi de l'armée israélienne. Et l'armée israélienne a toujours dit, que ce soit avec ce Premier ministre ou les précédents, qu'elle n'autoriserait pas et qu'elle ferait tout pour empêcher. Donc il est possible que les Américains délèguent cette mission à Tzahal. Alors là, Malay dit option militaire pour les États-Unis. Il a l'air de considérer option, mais il dit l'option militaire, le président accepterait un scénario militaire. Il dit l'option militaire sera sur la table et Biden dira oui. Il est assez clair, donc option militaire américaine. Mais restons d'abord d'un point de vue technique. Donc, parce que il y a évidemment l'option virus informatique, mais là il parle d'option militaire. Oui, non, mais... Donc vous dites d'un point de vue technique, vous aussi Dominique, vous dites on sait faire. Bien sûr. Les Américains sauraient faire. Bien sûr. La grande nouveauté, c'est que le président américain a dit on va le faire. Les Israéliens s'y entraînent depuis des années. Ils font des exercices avec les forces américaines depuis des années. La neutralisation par les virus, etc., qui a donné des effets il y a quelques années, n'en donne plus aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est l'option militaire, c'est-à-dire un raid massif, majeur, sur les défenses iraniennes. Parce qu'il y a deux phases là-dedans, comme savent bien faire l'armée de l'air, enfin les armées américaines, c'est la suppression de toute défense antiaérienne iranienne. Et ensuite, la frappe ciblée, et il y a la capacité de le faire. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. Alors c'est intéressant de voir que M. Malay, en fait, était celui qui avait négocié l'accord. En 2015. Voilà, en 2015, avec, à l'époque de M. Obama. Tout ça pour dire que c'est pas un faucon. Non, pas du tout. Au contraire, il avait négocié l'accord. Et il a été remis, dès que M. Biden a été au pouvoir, il a été remis en charge. Et pour que lui en arrive à voir cette option aujourd'hui, c'est qu'il se rend bien compte qu'il n'y a quasiment plus d'autre option. Oui. Aidez-nous à comprendre, Dominique. Un bombardement de ces sites nucléaires, c'est forcément avec les avions qui se livrent à l'exercice tel qu'on les voit ici. Ou c'est des missiles, ou c'est des... C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. D'abord, la défense antiaérienne doit être complètement supprimée pour les rendre totalement vulnérables. Et après ça, utiliser l'armement le plus performant. Tout à l'heure, Emmanuel Dupuis citait à juste titre les opérations qu'il y avait eu en Afghanistan avec des bombes de très forte puissance qui devaient percer les montagnes
et faire exploser tout ce qu'il y avait. Bon, ce type de bombe, par exemple, elle est envoyée par des avions. Donc il faut que les avions, pour aller sur ces sites-là, naturellement, aient un espace libre. Donc la première chose, et l'armée américaine ne fera jamais sans avoir cette phase préalable, qui est de supprimer toute défense antiaérienne et tout radar de surveillance. Est-ce que ce sont des opérations, est-ce que c'est une opération qui dure quelques heures? On bombarde les défenses antiaériennes, puis on envoie les avions de chasse? Ou est-ce que ce sont des opérations qui durent plusieurs jours? Ces bombardements, est-ce qu'ils s'étalent? On essaye d'imaginer ce que pourrait être une telle non, mais opération. je pense que ça ne va pas durer plusieurs jours, parce que les attaques doivent être massives. Il faut rappeler qu'autour du Golfe, en fait, les Iraniens sont quand même assez isolés, là, hein, parce que l'Arabie Saoudite, les Émirats, tous ces pays-là soutiennent bien la position américaine. Il y a beaucoup d'accords qui ont été passés entre eux. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une coalition qui se met en place pour arriver à détruire, et c'est la dernière extrémité qui a été choisie, puisque je répète, la négociation a continué, puis elle échoue. Elle échoue en particulier parce que les Russes veulent la faire échouer. Donc, oui, militairement, il y a la capacité de le faire. Et les Iraniens, je pense, n'auront pas... Alors, vous savez, dans la destruction, est-ce que ça sera 40, 50%, 60%? Ça, on peut en discuter. Hein. Mais il y a la capacité de le faire. Ouais. Bon, imaginons maintenant quelles répercussions aurait une intervention comme celle-là, politiquement et peut-être militairement. Si vous me permettez, d'abord, il faut rappeler une nouvelle fois que si on en est là, c'est de la faute des Américains. C'est eux qui sont sortis de l'accord sur le nucléaire, qui aurait peut-être... Donald Trump. Oui, mais c'est comme les Américains. Je veux dire, il y a une continuité de l'État, je suis désolé de le dire. C'est la réalité. Donc aujourd'hui, on n'en est quand même pas très loin d'une guerre. Tout ça parce que vous avez les Américains, le peuple américain, les citoyens américains ont démocratiquement élu un type qui a décidé de jouer le pire avec l'Iran. Et il était possible à ce moment-là que l'Iran bascule, non pas dans le camp des démocraties, mais en tous les cas, peut-être se développe et accepte d'abandonner ce développement de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, alors. Et alors, pourquoi est-ce que cette menace, c'est une menace, attendez, on n'est pas encore l'option militaire, elle est agitée. Non, mais il dit on va tout faire Voilà. pour convaincre l'Iran de ne pas aller jusqu'au bout, et si on n'y arrive pas, on tapera. Alors, pourquoi est-ce que ils le disent maintenant? Le régime des mollahs est affaibli par les révolutions, par les manifestations à l'intérieur. Ils savent aussi que derrière les mollahs, en fait, le pouvoir des mollahs, il est quasiment mort. C'est pas le pouvoir réel. Derrière, c'est les gardiens de la révolution. C'est un pouvoir militaire qui est en train de se mettre en place en Iran, et un pouvoir militaire qui donc va jouer sa survie par la possession de l'arme nucléaire et par la force militaire. Donc, c'est le moment ou jamais de leur envoyer le signal. Attendez, si vous continuez sur ce chemin-là, là, on tape. Donc, le signal qui est envoyé aux gardiens de la Révolution, aux militaires iraniens, on ne vous laissera pas faire. Et ils sont, comme le moment, c'est un moment de bascule du pouvoir où tout se joue, c'est-à-dire que la menace américaine, elle peut avoir, et c'est là aussi, c'est pour ça que c'est un jeu toujours dangereux, un double effet. Soit effectivement, ça accélère le mouvement révolutionnaire au sein de l'Iran, soit au contraire, ça ressoude la population iranienne autour de leurs dirigeants. D'où votre question de tout à l'heure, ça va durer plusieurs jours ou ça va durer quelques heures? Si ça dure plusieurs jours, ça s'appelle une guerre. C'est la guerre, elle est déclenchée. Et donc vous aurez sans doute les Iraniens qui vont se regrouper autour de leur leader, aussi infâme soit-il. Quelques heures, ça peut faire basculer, au contraire, toute l'opinion publique du côté des manifestants. Est-ce qu'on irait démocratie vers une déflagration générale en cas d'intervention militaire américaine? Bon. Non. Vous pensez surtout ça. Non, pas côté Russie. Anne. Mais côté Russie, il va y avoir des réactions qui sont très fortes parce qu'il y a non pas une alliance, je ne parlerai pas d'une alliance dans ce cas-là, mais un partenariat entre la Russie et l'Iran qui est d'ailleurs très ancien et qui est très actuel. On l'a vu en Syrie où il y a des forces iraniennes qui ont contribué à l'intervention de la Russie. On le voit aujourd'hui avec... l'achat par la Russie de drones à l'Iran dont on a beaucoup parlé. Et donc, si une opération américaine de ce type a lieu, ne doutons pas qu'il y aura une formidable propagande russe qui va se déchaîner sur ces horribles Américains qui veulent se comporter comme les gendarmes du monde et tout régenter. Ceci étant, la Russie va être dans l'embarras
parce que c'est très ambivalent la question pour elle. Au moment de la négociation de l'accord de 2015, les Russes avaient participé à ce P5, P6 qui a négocié l'accord et avait été un acteur très actif de ces négociations. En réalité, la Russie n'a pas plus intérêt que d'autres pays à ce que l'Iran devienne un pays nucléaire. Mais pour autant, il est exclu que la Russie applaudisse à une action de ce type américaine. Oui. Et enfin, dernier point qui, là aussi, va mettre la Russie dans l'embarras, si c'est une action américano-israélienne, Israël est aussi un partenaire de la Russie. Et donc, ça sera difficile à gérer. Et d'autant plus difficile à gérer qu'en Israël, rappelons qu'il y a quand même, grosso modo, un citoyen sur 9 qui vient de Russie ou d'Ukraine ou de l'ex-URSS, mais surtout de Russie. Et M. Poutine a dit 10 fois pour une que pour des questions de sécurité de ses compatriotes, eh bien, le sort d'Israël lui a intéressé directement. Donc, tout ça, ce sont des intérêts mélangés et ça ne va pas être simple à gérer par la Russie. La question que je posais, risque de déflagration. Et deuxième question, comment l'Iran, elle est liée à la première, pourrait riposter? Déflagration, sans doute pas. Ça a été évoqué autour du plateau. L'Iran est de plus en plus affaibli. L'Arabie saoudite et l'État d'Israël sont en train de se rapprocher, même si elle n'a pas reconnu encore l'État d'Israël et qu'elle n'a pas, comme les Émirats arabes unis ou l'État de Bahreïn, signé les accords d'Abraham qui, évidemment, les rapprochent singulièrement. Par contre, il y a un autre élément qui est indéniable, ça a été évoqué précédemment, il y a quand même un changement, il y a eu un changement de régime en Iran. Faut quand même il y a eu un changement de régime aux États-Unis, donc c'est bien Donald Trump qui, en mai 2018... Un changement de président en Iran, vous voulez dire? Un changement de régime. Parce que les libéraux, je ne dis pas qu'on était près d'un accord, en tout cas, quand Hassan Rouhani, qui n'a pas été réélu, puisqu'il ne pouvait pas l'être, a été battu par Ebrahim Raisi. Qui était un président qu'on disait plutôt libéral, conciliant et favorable à un accord avec l'Occident. Donc, qui avait signé l'accord avec le... Oui, qui avait signé l'accord. Qui avait signé le 14 juillet 2015, cet accord qui a été signé et paraphé par la Russie. Donc, c'est encore une fois, j'abonde dans le sens d'Anne de Tanguy, la Russie n'a aucun intérêt à ce que l'Iran sorte de l'accord parce que ça remettrait en cause sa propre signature. Je rappelle qu'il y a une résolution onusienne, 2531, et la Russie n'a pas mis son veto. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je terminerai très très rapidement, il n'y aura sans doute pas de déflagration car le contexte dans lequel Robert Malley a évoqué cela, on a pris une partie de la phrase. La totalité de son intervention devant l'Institut international des études de sécurité était de dire que les États-Unis devaient redoubler de vigilance pour ramener les Iraniens à la table des négociations à Vienne. C'est surtout ça qui est important. Et que, in fine, comme c'est le cas depuis 2015, l'option militaire était sur la table. Il n'a pas dit autre chose. Oui. Enfin, dans le contexte d'aujourd'hui, affirmer, peut-être réaffirmer, mais jusqu'à présent, on avait surtout entendu Israël le dire haut et fort, affirmer qu'on est prêt à bombarder l'Iran si les négociations n'aboutissent pas et si l'Iran est déterminé à avoir la bombe atomique, évidemment qu'on se dit à quoi ça peut mener. Oui, simplement, je reviens sur la position de la Russie, qui a été dans l'accord depuis le départ, sauf depuis plusieurs semaines. Depuis plusieurs semaines, on était arrivé quasiment à un nouvel accord, la possibilité de revenir à une position similaire grâce à la pression de Malley et du président Biden. Et les Russes, ce sont eux qui ont bloqué. Ce sont eux qui, depuis plusieurs semaines, ont changé de position. Alors, je ne pense pas parce qu'ils étaient contre l'accord. C'est simplement les circonstances globales, si vous voulez. Ils ne voulaient pas permettre, pour ne pas embêter leurs alliés iraniens. Alors moi, la question que je vous posais, pardonnez-moi, quels seraient les moyens de riposte de l'Iran, par exemple? Le terrorisme. Asymétrique. Le terrorisme. Asymétrique, c'est-à-dire? Asymétrique. Le terrorisme, une action en Syrie, une action au Yémen, des actions indirectes. Avec le soutien de la Russie? Non, elle n'a pas les moyens, la Russie. Mais le terrorisme, en plus, l'Iran sait faire. On s'est heurté sur notre propre sol. On a payé de notre sang le terrorisme iranien. Donc il faut voir un peu qu'ils sont capables, effectivement, de jouer la déstabilisation. C'est pas un petit État arriéré l'Iran. C'est un grand pays et ils sont capables de mener ces actions. Hezbollah au sud du Liban, face à Israël. Les Houthis au Yémen, on l'a vu. D'ailleurs, ils savent frapper de manière indirecte, c'est-à-dire pas seulement du territoire iranien. Je rappelle quand même que l'Iran dispose de missiles balistiques qui ont une portée de 1000 à 2000 km. Est-ce qu'on peut, pardonnez-moi, est-ce que le scénario du pire est imaginable, c'est-à-dire que l'Iran s'en prenne à Israël, envoie un missile sur Israël?